C'est reparti messieurs dames pour le débrief hebdo sur les marchés financiers. On va parler de la grande mèche blonde, des publications d'entreprises et des anticipations de marché, mais aussi de records historiques jamais atteints depuis toujours. Bref, tu m'as compris, de records historiques. De swap positif sur l'euro-dollar. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et aujourd'hui, dans le débrief hebdo, j'ai un invité surprise. Allez, viens, on va parler de toi. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Je t'écoute, tout le monde te regarde. Bon, t'as rien à dire? Bon, je vais le faire à ta place. Bon, il y a eu des avancées sur les négociations entre les États-Unis et la Chine vis-à-vis de leur guerre commerciale. Disons qu'ils se sont mis d'accord pour trouver un accord. Concrètement, ils sont OK pour retirer les droits de douane sur certains produits d'un certain montant. C'est la phase 1 de la négociation qui dure quand même depuis quasiment un an. Reste à savoir combien, lesquels et de quel montant. Ok, donc en fait, vous êtes d'accord pour trouver un accord, mais rien n'a vraiment été décidé. Bon, alors, c'est bien, c'est un bon début, mais va peut-être falloir à un moment donné concrétiser tout ça. Bon, disons que ça avance, mais il n'y a vraiment pas grand-chose de concret. Alors, les marchés ont apprécié, on dit que les marchés ont toujours raison, mais pas forcément au niveau des anticipations. Souviens-toi, lorsqu'il y avait eu le Brexit, les marchés l'avaient absolument pas anticipé. Après, il y a d'autres exemples, d'ailleurs, l'élection de M. Trump, le jour où il y a eu effectivement son élection, les marchés ont quand même oscillé de manière assez énorme. Donc, attention quand même, une news peut tomber du jour au lendemain, je dirais plutôt même d'un tweet à l'autre, et a priori, le seul qui peut le décider, c'est M. Trump. Sinon, d'un point de vue macro, la seule statistique macroéconomique, en tout cas la plus importante de la semaine, c'était aux États-Unis au travers de l'ISM des services. Il est ressorti meilleur que prévu. Évoquons maintenant les publications d'entreprises, car nous sommes en pleine publication du troisième trimestre. Et les 3/4 des publications sur les entreprises qui composent l'indice SP500 ont publié leurs résultats. Et 60% d'entre elles ont publié un earning per share, donc un bénéfice net par action meilleur que prévu par le marché. Quand même plutôt une bonne nouvelle. Et pour aller plus loin, nous sommes déjà dans les anticipations donc du quatrième trimestre. Et selon le Financial Times, les marchés s'attendent à ce qu'il y ait une croissance des bénéfices de seulement 0,8% donc sur le quatrième trimestre. Et il faut savoir que ces anticipations ont été nettement revues à la baisse au cours de ces derniers mois. Cette croissance des bénéfices était attendue en octobre à plus 4,1% et en juillet c'était plus 7,2%. Et donc si c'était confirmé, on aurait la plus faible croissance des bénéfices observés depuis 2015. Autrement dit, cette semaine, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, que ce soit d'un point de vue microéconomique, mais également macroéconomique. Et donc, le marché est en mode risk on. Qu'est-ce que ça veut dire? Détaillons ensemble. Tout d'abord, une hausse du dollar américain tirée par les perspectives d'accord entre les États-Unis et la Chine et des publications d'entreprises qui sont plutôt correctes. Ce qui a pour effet d'entraîner d'un point de vue mécanique une baisse de l'or et de tout ce qui est lié au dollar américain. On en parlera au travers de l'euro-dollar. Et enfin, les indices en ont profité, considérés comme des actifs risqués, en mode larvé, c'est-à-dire que les indices progressent lentement, mais sûrement, sans de gros à-coups, et quand tu fais du trading, là, tu cherches finalement des écarts très très faibles. Autant dire que c'est vraiment pas très dynamique. Et donc là, ça nous donne des records historiques sur quasiment l'intégralité des indices internationaux. Tous les indices américains en ont réalisé, le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq, et même d'ailleurs notre indice national, le CAC 40. Alors, certes, pas le CAC 40 dont on a l'habitude de parler, mais le CAC 40 GR qui lui intègre les dividendes et qui est plutôt comparable à l'indice allemand DAX. Donc disons que c'est un petit peu plus logique que de montrer le CAC 40 qui lui détache les dividendes et qui est encore bien évidemment nettement en dessous de ses records historiques. Je te montre d'ailleurs ici le CAC 40 GR avec deux petits cercles verts qui eux montrent les plus hauts qu'on avait réalisés en 2000 et en 2007. On était d'ailleurs autour des 10 000 points et maintenant on est quasiment à 16 000 points. Et pourtant, d'après ce graphique de JP Morgan, malgré ces records historiques qu'on a sur ces différents indices, les hedge funds ont toujours un niveau d'exposition très faible sur les actions. Et d'ailleurs, ce niveau d'exposition est quasiment assez plus bas. Et entre cette montée des actifs risqués et cette montée du dollar américain, cela a desservi complètement les cours de l'or. Alors si tu me suis depuis un moment, notamment sur cette chaîne, tu sais que je travaillais depuis un moment et des semaines la zone d'achat sur les 1480-1485 $. Je vais très probablement continuer à le travailler à l'achat, mais attention parce qu'on a eu quand même des bougies impulsives baissières
très très forte. Et c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte. Donc il va falloir continuer à le travailler de manière assez délicate, avec un profil plutôt prudent. Et ce, tant qu'on n'a pas retracé plus de 50% de la bougie impulsive baissière en daily qu'on a eu. Concrètement, va falloir que les cours de l'or montrent un petit peu de leur vigueur en repassant au-dessus des 1472 $, voire même 1480 $. Et dans ces cas-là, ça lui permettrait de réintégrer cette fameuse zone support hebdomadaire qu'on a entre 1480 et 1485 $, de montrer des signaux de reprise et d'indiquer que finalement l'impulsion baissière qu'on a eue en dessous de cette zone était un bear trap, autrement dit un piège vendeur, voire peut-être même d'ailleurs un sell-off, une sorte de panique qu'on a eu depuis la rupture de cette zone support. Et l'euro-dollar était également en situation de faiblesse. On a pu attraper un signal vendeur depuis les 1,1126 avec en ligne de mire la zone des 1,1000 et à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, on n'en est plus très loin. Ça correspond à quoi cette zone des 1,10? C'est tout simplement 50% de retracement de la vague de hausse de l'euro-dollar qu'il y avait eu depuis fin septembre. Et d'ailleurs, l'avantage d'être à la vente sur l'euro-dollar, c'est qu'on a ce qu'on appelle un swap positif. Faisons un petit peu de pédagogie pour expliquer qu'est-ce que c'est ce swap positif ou négatif. C'est tout simplement la différence entre le taux d'intérêt d'une devise à l'autre. Et dans la mesure où on est à la vente sur l'euro-dollar, on décaisse le taux qu'il y a sur l'euro, autrement dit 0, et on encaisse le taux d'intérêt du dollar américain, qui se situe entre 1,50 et 1,75%. Et donc en étant à la vente sur l'euro contre le dollar américain, on a un swap positif. Et d'ailleurs, je te montre ici le tableau que j'ai pris sur ForexHop qui te permet d'avoir le classement des meilleurs swaps, des meilleurs rollovers sur le marché du Forex. Et la semaine prochaine, je ferai très certainement une vidéo sur la Française des Jeux, une action qui va être nouvellement introduite en bourse. Je sais que vous êtes quand même très nombreux à vous poser la question et me poser la question. Est-ce qu'il y a plus de chances de gagner en achetant des actions de la FDJ que de tirer les bons numéros du loto? Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce idée? Je vous exposerai très certainement mon point de vue là-dessus. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo. Sur ce, je te souhaite un très bon week-end et n'oublie pas de sortir couvert. Ciao, ciao!